Alors, en préalable au défilé des délibérations, je voudrais annoncer que je retirerai la décision, les délibérations 12 et 13. Délibérations 12 et 13 qui avaient donc un rapport avec le pacte fiscal et la DSC. Pour les bonnes et simples raisons, c'est que ces deux délibérations nécessitent la concertation un peu plus appuyée et qu'on samplera cette concertation de façon à ce que nous arrivions à un consensus dans l'apaisement. C'est bon. C'est bon. D'accord. Bien. Donc, délibération numéro 1, c'est la modification de désignation et représentant pour Caumont-sur-Durance suite à une démission. En préalable, est-ce que vous souhaitez le vote à main levée? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des contre? S'il y a un contre, on fait le vote à bulletin secret. C'est bon? Tous à main levée, d'accord. Donc, suite à la démission de Mme Anne-Marie Roubaud de son mandat de conseillère municipale de la commune de Caumont-sur-Durance, il convient aujourd'hui de procéder donc à la modification de représentation de la commune de Caumont au sein de la commission thématique. La commission thématique qui comprend l'aménagement, mobilité, grands projets, finances, mutualisation, développement durable, environnement, déchets, travaux, habitat, politique de la ville, culture, développement économique, emploi, insertion. Madame Anne-Marie Roubaud est un membre de la commission habitat, politique de la ville. Madame Isabelle Maresco est donc proposée pour son remplacement au sein de cette commission. Association, agence urbanisme, Rhône, Avignon, Vaucluse, Lorave. Madame Anne-Marie Roubaud, siégeant au sein de l'agence d'urbanisme Rhône, Avignon, Vaucluse, en qualité de membre suppléant au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration, M. Claude Morel est proposé pour la remplacer sur ces deux instances. Au niveau du syndicat intercommunal, syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée de la Durance, le SMAVD. Madame Anne-Marie Roubaud, siégeant au sein du SMAVD en qualité de membre suppléant, c'est Madame Alix Lorne qui est proposée pour la remplacer. Donc, l'Assemblée est invitée à se prononcer et qui doit approuver donc la désignation de Madame Maresco, adjointe au maire de la commune de Caumont-sur-Durance en qualité de membre de la commission habitat politique de la ville. Le tableau récapitulatif des membres de ces commissions thématiques est annexé à la présente. Il approuve que la désignation de M. Claude Morel en qualité de suppléant pour siéger à l'Assemblée générale et au conseil d'administration de l'ORAV. La représentation du Grand Avignon au sein de l'ORAV sera donc la suivante. Vous avez le tableau et approuve aussi la désignation de Mme Alix Lorne pour siéger en qualité de suppléante au sein du SMAVD. Voilà, vous avez le tableau récapitulatif de l'ensemble des représentants. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Donc on considère... Ah pardon. Il faut voter, excusez-moi. C'est juste une remarque de forme, mais simplement sur la liste des commissions, mon nom n'est jamais orthographié de la même façon et il n'est jamais correct. Voilà, donc si ça pouvait être corrigé, ça serait... On passe aux voix. Allez. Parfait, unanimité. Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 2. Là, c'est M. Xavier Belleville qui nous la présente.
Et Monsieur le Président, mes chers collègues, il m'appartient maintenant de vous parler de la préfiguration du Conseil de développement. Comme vous le savez, les conseils de développement sont des instances de démocratie participative qui ont été mises en place par différentes lois depuis la loi Voynet de 1999 et modifiée récemment en décembre 2019. Et elle nous impose, en tant que PCI de plus de 50 000 habitants, de mettre en place ce conseil de développement. Alors, il aurait dû être consulté sur l'élaboration de notre projet de territoire. On conviendra que c'est un peu tard, mais surtout aussi sur les documents de prospective, de planification, et puis de contrôler un petit peu ce qui se passe en matière de conception et d'évaluation des politiques locales, notamment sur le développement durable du périmètre du Grand Avignon. Donc, ce conseil de développement est un lieu de réflexion, une force de proposition, un espace de dialogue et un des animateurs du débat public territorial, un maillon de la formation à la citoyenneté, un espace d'écoute et de veille pour saisir les évolutions sociétales et les dynamiques citoyennes. Donc, afin d'engager le processus de création de ce conseil de développement, il vous est proposé de mettre en place une première étape de préfiguration qui vise à installer un collège de personnes qualifiées qui seront amenées, ou pas d'ailleurs, à siéger dans l'instance une fois instituée. Bon, donc l'idée, je vous rappelle, de ces conseils de développement, c'est une composition qui soit une composition en dehors des partis politiques et des élus, donc plutôt des mondes, ce qu'on appelle le monde socio-économique, le monde de l'université, de l'entreprise, de la culture, des scientifiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir un collège de personnalités qualifiées. Ce qu'on souhaiterait faire, et bien sûr on reviendra avec cette liste de personnalités devant cette assemblée pour qu'ils la valident, il n'est pas question de faire ça à la hussarde. L'idée, c'est de trouver ces personnalités qualifiées. Donc n'hésitez pas dans vos communes, si vous avez des profils de gens qui sont un peu passionnés par la chose publique, par le développement économique, le développement durable, enfin tout ce qui est compétence de notre collectivité, notre communauté d'agglo en tout cas, à les faire remonter au président. L'idée, c'est une installation de cette équipe que je qualifierais de légère dans un premier temps, puisque comme on a perdu un peu de temps, avec la crise sanitaire, ce n'était pas évident de mettre en place ce genre d'instance. L'idée, c'est d'avoir une petite équipe légère. On n'a pas limité le nombre, ni on l'a pas défini, mais si on a des belles personnalités, encore une fois passionnées, pour leur donner, lors du premier trimestre 2022, l'occasion de mettre en place une feuille de route, de venir la présenter ici ou devant le bureau, on choisira le bon endroit pour le définir, pour une mise en place définitive du Conseil de développement dans sa version agrandie au deuxième semestre ou fin du premier trimestre, plus exactement, 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette préfiguration du Conseil de développement. Merci. Oui, alors je voulais saluer la mise en place de ce conseil, qui, rappelons-le, aurait dû être mis en place dès la création du Grand Avignon, de l'EPCI. Donc il y avait un sacré retard. Et donc je salue le travail de l'équipe. Effectivement, la période Covid n'était pas évidente. Il est regrettable, puisque c'est une de ses principales compétences, que ce soit pas, qu'il ne soit pas associé à l'élaboration du projet territorial. Mais bon, effectivement, on comprend que c'est compliqué et mieux vaut tard que jamais. Je vous remercie également dans votre présentation d'associer tout le monde à faire remonter au président. Est-ce qu'on pourrait, peut-être, au lieu de faire remonter au président, travailler un peu en collégialité pour en discuter peut-être ensemble et mettre une préfiguration qui soit sur les meilleures bases possibles? Parce que je crois qu'on a tous un travail de démocratie aussi participative ou de proximité sur chacune de nos communes. Et voilà, si on peut avoir des liens renforcés, ça pourrait être positif pour tout le monde, je pense. Merci. D'accord. Monsieur le Président, chers collègues, nous comprenons bien que cette délibération est une obligation, mais sincèrement, nous nous posons des questions. Si nous saluons la volonté de concertation, nous nous interrogeons sur la pertinence de certaines orientations proposées. En effet, est-ce vraiment le rôle de l'agglomération de s'interroger sur les dynamiques sociétales ou d'être un maillon de la formation à la citoyenneté? Nous retrouvons des grands mots qui sont aujourd'hui mis à toutes les sauces, comme réflexion transversale, laboratoire d'idées et autres. Notre crainte, c'est que ce conseil de développement soit une nouvelle coquille vide où on discute beaucoup, mais où on agit peu. Il y a un conseil communautaire,
élus de façon démocratique par les citoyens du Grand Avignon, et il me semble que nous sommes élus pour ça. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie. Répondre. Bon, là, vous refaites le débat qui est en permanence dans les instances nationales. C'est pas notre rôle. Hein. Où s'arrête le rôle des élus, où commence celui de la société civile. Le but, c'est pas de faire un nouveau machin, comme l'aurait dit le général de Gaulle. C'est effectivement d'avoir une structure, non pas qui agisse en tant à la place des élus, mais qui ait au moins une volonté d'accompagner les décisions, éventuellement, comme c'est marqué dans les délibérations aussi, d'avoir un devoir d'alerte. On peut très bien se tromper sur une partie de notre politique ou s'engager sur quelque chose qui pourrait, avec simplement une vision scientifique par exemple, hein, on en parle beaucoup en ce moment, nous mener vers l'erreur. Donc c'est pas inintéressant d'avoir à nos côtés un groupe, encore une fois, de personnalités qualifiées. Il n'est pas question, enfin je pense, hein, en tout cas, de refaire au sein de cette instance de la politique au sens partisan du terme ou du militantisme, mais bien effectivement d'être en appui du conseil communautaire et des instances du conseil communautaire. Donc on en fera ce qu'on a envie d'en faire, et notre envie aujourd'hui avec l'équipe du président, c'est effectivement d'avoir cette structure de conseil et cette structure d'alerte s'il y avait une difficulté. Quant à associer, moi je suis tout à fait preneur de... On ne va pas créer une commission pour créer la commission de préfiguration, donc soyons simples. Si vous avez des idées ou si vous avez identifié des belles personnalités, n'hésitez pas à les remonter directement. Et puis après, on peut faire une rencontre dans le cadre d'une commission. Alors là, on avait mené ce dossier-là dans la commission des finances parce que c'est ma délégation, mais on peut avoir effectivement dans d'autres commissions aussi le loisir d'en parler. Merci. Donc, on passe au vote, si vous voulez bien. Avec Mme Faucon. C'est bon. Donc, il y a 62 pour, 1 contre et... Qui c'est qui modifie? Ah d'accord, donc il y a 9 abstentions et 62. Donc la délibération est adoptée. Délibération numéro 3, c'est le suivi du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le PLH, donc considérant que la communauté d'agglomération doit informer dans un délai de 1 an à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'Assemblée délibérante les actions entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. L'agglomération a donc pris en compte les recommandations faites par la juridiction dans la perspective d'améliorer ses interventions. Le rapport détaille les actions entreprises en regard des recommandations de la Chambre régionale des comptes. 1. Joindre systématiquement aux délibérations relative à l'octroi de subventions aux bailleurs sociaux, le plan de financement détaillé de l'opération concernée. La fiche opération annexée aux délibérations de subventions intégrera désormais un plan de financement détaillé. 2. Subordonner l'octroi des garanties d'emprunt prévues à l'article R 441-5 du Code de la construction et de l'habitat à l'octroi d'un contingent répondant à la typologie demandée par le Grand Avignon sur la base d'une analyse des écarts entre offres et demandes locatives. Le Grand Avignon intègre désormais dans sa procédure l'instruction de la demande des typologies de logements et de produits prévus au titre de son contingent réservataire. Mettre en place une organisation et une procédure unifiée de pilotage
ainsi qu'un suivi opérationnel des bailleurs sociaux. La communauté d'agglomération a réorganisé ses modalités de suivi des bailleurs autour notamment de la mise en place de la commission de contrôle financier. Mes chers collègues, donc l'Assemblée est invitée à se prononcer sur ce sujet et avoir entendu le rapporteur. Décide de prendre acte du présent rapport présentant les actions entreprises suite au rapport d'observation définitive et donc autorise le président ou madame la vice-présidente déléguée à communiquer le présent rapport à la Chambre régionale des comptes. On doit voter là-dessus? On vote. On prend acte. Oui, monsieur Benito. Bonjour, excusez-moi, je crois qu'il faut saluer le travail fait. Si on se rappelle bien de ce rapport, il était fait mention d'un certain nombre de communes qui ne remplissaient pas la loi SRU. Qui ne remplissaient pas la loi SRU. Un certain nombre de communes qui ne remplissaient pas la loi SRU, c'est-à-dire une obligation d'avoir 25% de son parc de logement en logement social, et d'une part des logements dont la typologie ne répondait pas à la principale demande, un excès de T2 et de T4, alors qu'il fallait principalement des T3 et des T5. Voilà. Le travail de l'agglomération, c'est bien, voilà. Mais ensuite il faut que les communes jouent le jeu. Voilà. Et ça me paraissait pertinent de rappeler que les communes devaient jouer le jeu. Aujourd'hui, le logement social, ce n'est pas un logement pour les pauvres, c'est un logement pour tous. Je rappelle qu'une politique de logement pour tous, c'est ce qui a permis en 1945 de reconstruire et de sortir la France des bidonvilles. C'est vraiment l'outil public pour assurer le droit à avoir un toit sur la tête. Et donc j'invite tous les maires de l'agglomération à respecter cette loi-là. Très bien pour l'observation. Oui, monsieur Cervantes. Merci, monsieur le président. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui vient d'être faite. Je voulais aussi signaler qu'un peu plus loin dans l'ordre du jour, on verra la délibération numéro 15 et on a une annexe qui dit « En France, le secteur du bâtiment est le premier consommateur d'énergie et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre ». Donc c'est donc un secteur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc si c'est un secteur clé, ce rapport nous invite à avoir un comité de pilotage politique dans lequel on a des options politiques. L'option politique du Grand Avignon, c'est d'avoir une transition écologique. Si on veut avoir une transition écologique dans le bâtiment, il y a un certain nombre de préconisations à avoir. Je vais en citer un certain nombre, et je souhaiterais qu'elles soient explicitement incluses dans le PLH, même si elle l'est déjà. Je pense qu'il est important de signaler un certain nombre de choses. Je pense par exemple à élargir l'utilisation de matériaux biosourcés, donner une préférence aux entreprises locales, c'est important également, imposer des clauses, ça les fait partiellement, mais pas tout le temps, environnementales et solidaires dans tous les appels d'offres. Dans toute rénovation, que l'on inclut la notion d'îlot de fraîcheur, que ce soit pour la construction ou pour la rénovation, avec des espaces verts, et là je pense notamment au NPNRU. Inclure également des jardins partagés et des composteurs en pied d'immeuble, ce sont des notions qui jusqu'à présent n'étaient pas tellement prises en compte et qu'il est important de faire figurer peut-être noir sur blanc dans une volonté politique, dans un plan local de l'habitat. Intégrer également dans la production d'énergie renouvelable avec des panneaux photovoltaïques et solaires, donc à chaque fois qu'on construit ou qu'on rénove. Garantir un bon niveau d'isolation dans les bâtiments au regard de l'impact climatique, mais aussi, il faut pas le dire, il ne faut pas l'oublier, au regard d'un grand nombre de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. On sait très bien que sur notre territoire, le nombre de personnes en précarité énergétique est très important, d'autant plus qu'il y a une flambée du prix de l'énergie et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, je souhaiterais qu'on puisse le mettre clairement dans une volonté politique. C'est un peu ce que demande ce rapport-là, qu'il y ait un pilotage politique. Et donc, puisque c'est la volonté du Grand Avignon, qu'elle apparaisse dans ce plan local d'habitat. Merci. Donc, M. Cervantes, j'écoute avec attention. Pour votre information, je peux vous dire qu'on recrute un ingénieur en bâtiment spécialisé en énergie et qui sera donc destiné aussi à accompagner les communes et les bailleurs, enfin tout système de construction collective type logement social.
Donc, on met plus d'interventions, on met aux voix. Monsieur le Président, juste un petit mot. La question du logement social, c'est aussi le financement du logement social. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est plusieurs choses. La première, un désengagement massif de l'État sur le logement social qui fait qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui que les bailleurs sont dans de grandes difficultés, qu'ils font des économies sur leurs dépenses de fonctionnement. Dans les logements sociaux, il n'y a plus de gardiens, il n'y a plus d'entretien, ou beaucoup moins d'entretien. Et aujourd'hui, on a fait payer les locataires via la baisse de l'attribution pour le logement, et que par voie de conséquence, en contrepartie, on a fait payer les bailleurs. Et le résultat des courses, c'est que la dernière loi Elan a fait en sorte que les bailleurs puissent vendre les logements aux locataires dans un premier temps, certainement ensuite, puisque les choses sont tout à fait ouvertes de ce point de vue, à des promoteurs privés, et que finalement on risque d'avoir comme fonds de commerce et de recettes pour les bailleurs sociaux, c'est la vente des logements. Donc la situation est relativement grave de ce point de vue. Faire l'essentiel des revenus des bailleurs sociaux, la vente du logement, c'est vers ça qu'on va. Ça veut dire que l'on va avoir à terme des opérations de qualité qui seront réservées à la vente et qu'il y aura ensuite des résidences en quasi-abandon qui, elles, ne seront pas réparées ou ne seront pas entretenues. Donc effectivement, le problème, c'est que nous devons agir résolument. Et bon, il y a une chose intéressante qui est le courrier des maires aux bailleurs sociaux. Le président donc, a proposé cette démarche qui est intéressante, mais je crois qu'il faudra qu'on continue à dire les choses clairement à qui de droit, en l'occurrence aux bailleurs bien sûr, mais aussi aux contingents, ceux qui proposent les logements dans les commissions d'attribution, et à l'État qui fait beaucoup de choses, sauf qui finance de moins en moins le logement social. Et effectivement, il fut une époque où les logements étaient plus grands parce qu'il y avait plus de financement et l'aide à la pierre. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de ce point de vue, ce qui fait que, effectivement, il est de notre rôle de pousser un peu plus pour faire en sorte que le logement social puisse être du logement de qualité pour l'ensemble des populations et qu'il y ait, de ce point de vue, une intégration républicaine digne de ce nom. Merci. Merci Guy. Enfin, moi, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il nous appartient, nous les maires, d'être très vigilants lorsqu'on a un projet et d'être exigeants aussi, parce que certes, il y a des coûts, mais il y a aussi la rationalité de l'étude qu'il faut que, in fine, il faut qu'il y ait la qualité pour l'occupant, pour le futur locataire, mais en même temps, c'est sûr que la qualité est je dirais, de l'ensemble du logement, enfin, ou du bâtiment qui est fait, l'ensemble doit être aujourd'hui assuré par... moi, c'est ce que je réclame sur ma commune, et je pense qu'il y en a d'autres qui le font, je ne suis pas le seul, c'est qu'il y ait l'effort pour qu'il y ait du gardiennage, au moins sur plusieurs lots en alternance, certes, mais dès que possible, enfin, autant que faire se peut, moi je souhaite qu'il y ait du gardiennage assuré sur des blocs de bâtiments, parce que oui, c'est déjà le lien, c'est des problèmes résolus beaucoup plus rapidement, et aussi c'est aussi quelque chose, une vigilance qui est nécessaire pour éviter les dégradations qui peuvent en découler. Et ça, c'est très important. Aussi, moi, je sais que c'est une demande très forte que j'ai, et je pense que je ne suis pas le seul de mes collègues là, qui sont dans ce cas-là. Donc ça, c'est important, tu as raison de le préciser, Guy. On passe aux voix. On prend acte, il faut dire qu'on a pris acte.
prend acte qu'il y a eu la... Il arrive parfois, en certaines délibérations, qu'on doit voter pour prendre acte. Est-ce que c'est le cas là? Ça, c'est le cas. Gravelin et M. Rua. M. Rua Paul. C'est bon, merci. Donc là, on passe aux délibérations. Alors là, il y a 5 délibérations qui concernent des décisions modificatives. Pour les 4 premières, c'est des décisions modificatives numéro 1. Après, la 5e, c'est des décisions modificatives numéro 2. Donc, Xavier, tu nous présentes les 5. Et je vous propose qu'il y ait un vote global sur les 5 délibérations qui seront présentées. Et en préalable, je voudrais parler de la délibération qui concerne, parce qu'il y a quand même le collectif de l'eau qui est à l'entrée, et j'ai pris leur tract avec intérêt, que je regarderai avec intérêt. Mais c'est une délibération qui ne fait pas l'objet de débat sur le problème de l'eau. Moi, par contre, s'il y en a qui veulent débattre, j'ai reçu Suez, j'ai rencontré Suez vendredi, où il y a eu un échange quand même assez fourni, et où j'ai demandé de façon expresse à ce que toutes les difficultés soient gommées. Aujourd'hui, on est confronté à peu près 3% de problèmes de facturation sur le total des facturations, mais comme je dis, il faut qu'on arrive à 0%. Donc, il y a cette pression qu'on exerce sur le délégataire. Donc, je peux vous dire que je m'en occupe et j'y suis très attaché parce qu'il y aurait seulement un demi%, il faudra que ce soit gommé quand même. Quoi qu'il en soit, s'il y en a qui souhaitent me rencontrer ou venir au bureau travailler avec moi, il n'y a pas de problème, il sera accueilli. De toute façon, on ne fera pas le débat là-dessus, hein, si vous le voulez bien. Ce n'est pas que je veux censurer quoi que ce soit, hein. Je ne suis pas un censeur. Donc, si ça pouvait résoudre le problème de ce soir, je serais d'accord sur le débat, d'accord, mais ce ne sera pas le cas. Vous voulez la faire maintenant? Micro, peut-être pas. Hein. Oui, là, oui. Oui, simplement une intervention, parce que ce qui est un peu dommage, puisqu'apparemment les compteurs qui ont été posés, donc il y a moins de 2 ans maintenant, ne sont pas relevés de manière automatique. Je parle de manière automatique, ça veut dire qu'il y a des compteurs intelligents qu'il n'y a pas besoin de passer. Alors, est-ce qu'au moins les compteurs qui ont été installés peuvent recevoir la partie qui les rend donc relevables à distance? Comment? Si vous voulez, aujourd'hui, comme on fait pour le gaz, comme on fait pour l'électricité, il y a les compteurs d'eau qui se relèvent à distance. Il n'y a pas besoin de passer. Oui. Voilà. Et donc, apparemment, tous les compteurs qui ont été posés il y a 2 ans ne sont pas dans ce cas-là. Ils ne sont pas relevables de manière automatique à distance. Mmh. Mais est-ce qu'au moins les compteurs qui ont été posés peuvent recevoir la partie qui les rend relevables à distance? Oui, ça fait l'objet d'une discussion vendredi lors de ma rencontre avec Suez. Parce que ça sera justement... Non, c'est pas établi pour l'instant, mais ça fait partie de la réflexion. Voilà, pour éviter toutes les discussions. Oui, c'est un équipement qu'on met au-dessus du compteur. Voilà, et c'est pas très cher et ça évite tous ces problèmes donc, de relevé. Non, mais ça fait partie des discussions qu'il y a eu avec Suez. Voilà, merci.
Oui, Monsieur le Président, mes chers et mes chers collègues, je voudrais prêter ma voix à un petit groupe d'usagers de l'eau des communes de Vedène, Maurière, Entraigue, Le Pontet, Villeneuve, Caumont et Velleron qui se sont exprimés lors d'une conférence de presse et nous avons tous reçu le résumé de cette conférence de presse. Alors, en 5 minutes, je pourrais vous dire que ce qui est reproché au délégataire Suez, c'est de procéder à une évaluation de la consommation de l'usager de manière extravagante. Bon, au départ, avec le Grand Avignon, toute facture a une consommation de départ de 19 mètres cubes. Mais il se trouve qu'en novembre et en décembre 21, sur les communes de Villeneuve-les-Angles, Pugeot et Maurière, eh bien, la plupart des factures affichent une consommation doublée, voire triplée. Aucun relevé de compteur, comme ce monsieur le faisait remarquer, n'est fait comme la loi l'exige. Il n'y a pas non plus de réponse précise de la part du délégataire, mais une fin de non-recevoir renvoyant au précédent délégataire. Allez voir la SOR, dit-on. Et voilà d'innombrables usagers avec des factures inhabituelles de plus de 200 mètres cubes par an. Or, le délégataire a le devoir d'informer l'usager d'une consommation anormalement élevée. Et alors, pourquoi est-ce que ces factures sont exorbitantes? Eh bien, c'est parce que la plupart de la consommation passe dans le tarif de la 3e tranche au lieu de la 2e tranche. Ainsi, le Suez a diminué la première tranche, elle était à 50 mètres cubes, elle est passée à 30. Donc on saute allègrement de la première à la deuxième. Dans la 2e tranche, le mètre cube s'élève à 16 centimes et dans la 3e tranche à 1 euro, c'est 6 fois plus, d'où les factures exorbitantes. Ça, c'est une faute à l'égard de l'usager. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une faute à l'égard du Grand Avignon. 2 minutes. Je ne parle jamais. 2 petites minutes. Ça fait partie des sujets de discussion qu'on a avec elle. Oui. Dans notre contrat avec le Grand Avignon, avec Suez, l'usager a 3 semaines pour payer. Or, Suez indique 15 jours sur la facture. 2 relevés de compteurs sont obligatoires, il n'y en a souvent pas du tout. Et puis, s'il y a moins de relevés de la part de personnel qualifié, on augmente les risques de ne pas pouvoir détecter les fuites d'eau qui sont malheureusement nombreuses. Et ça, vous le savez, le rapport de l'eau l'indique. Beaucoup d'argent se perd, beaucoup d'eau se perd. Aucune pénalité contre Suez. Donc, et après, il y a une faute à l'égard de la facturation. On arrondit la TVA au chiffre supérieur, c'est quelques centimes. Mais enfin, finalement, sur les 120 000 factures qui sont produites, eh bien, si on multiplie par 3 centimes, on pourrait déjà créer un fonds de soutien pour ceux qui ne peuvent pas payer l'eau. Alors donc, moi, je souhaite que nous apportions des réponses à tous les usagers parce que nous avons été élus pour s'occuper des usagers de notre communauté de communes. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, mais croyez-moi que j'ai cette préoccupation et je m'en occupe avec mon collègue Patrick Sandevoir. Je vous dis, on ne lâche pas le morceau et on s'y attelle. Voilà. Bien, alors on reparle un peu chiffres. Excusez-moi rapidement, je vais vous donner quelques éléments, mais encore une fois, ce sont des décisions modificatives qui vont nous permettre de mettre en place des budgets là où il manquait quelques crédits, d'aller les chercher dans les sections où elles sont plutôt excédentaires. Donc, en ce qui concerne la première décision modificative, celle du budget principal, il s'agit, on vous l'avait déjà annoncé lors du BS, du vote du BS, du versement d'une subvention d'équipement de 5 millions d'euros au budget annexe de l'Opéra, qui correspond donc à cet autofinancement du Grand Avignon pour les travaux de réhabilitation de l'Opéra, et d'une opération d'ordre d'une reprise de provision pour un litige à hauteur de 129 000 euros. Le financement des ouvertures de crédit au titre de la subvention de l'Opéra est justement pris sur ce fameux résultat reporté libre d'affectation qui était, je vous le rappelle, un peu moins de 32 millions d'euros, 31 790, et qui passe donc à 26 790. Pour le budget annexe de l'eau, la décision modificative, qui est également la première décision modificative, concerne uniquement un transfert de crédit en section d'investissement entre les chapitres budgétaires travaux en cours et immobilisation corporelle. On a terminé les travaux un petit peu plus rapidement, donc il faut les payer. Et donc on va chercher là où on a une rubrique excédentaire, à savoir les immobilisations corporelles. Sur le budget annexe de l'assainissement, là aussi c'est la première décision modificative. Donc il y a un ajustement qui concerne 3 points. Le premier, c'est un transfert de crédit, là aussi, en section d'investissement entre les chapitres immobilisation corporelle et travaux en cours à hauteur de 935. Une régularisation d'inscription budgétaire pour une opération d'ordre de 1 000 euros. Et enfin, là aussi, encore un litige à hauteur de 36 000 euros qui a nécessité, comme pour le budget principal, une inscription de dépenses et de recettes. Sur la décision modificative concernant le budget de l'Opéra, eh bien, ce que je vous annonçais tout à l'heure sur le budget principal se traduit par la décision modificative qui reprend la subvention
d'équipement d'un montant de 5 millions d'euros, inscrite à la DM, donc du budget principal, comme je viens de vous le dire, et celle-ci vient effectivement en déduction de l'emprunt qui était prévu, à hauteur de 5 millions d'euros. Pour les transports urbains, les ajustements concernent 2 points. Là aussi, une reprise de provision suite à une fin de litige d'un montant de 183 000 euros. Et enfin, une opération d'ordre en dépenses et en recettes d'investissement d'un montant de 1 100 000 euros pour régulariser la TVA qu'on récupère au niveau du délégataire. C'est la dernière fois qu'on aura ce genre de DM, puisque l'année prochaine, puisqu'on reprend le budget, on paiera directement, nous, la TVA, on ne passera plus par le délégataire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces DM, et prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Et sinon, on passera après au vote, comme l'a proposé le Président, les unes derrière les autres. Mais si vous avez des questions ou des interventions... Oui, alors, je ne vais pas remettre... j'ai bien entendu votre volonté qu'on n'ait pas de discussion sur l'eau. Hein, mais je crois qu'on devrait utiliser les débats penser les débats qui ont lieu dans cette Assemblée, non pas des débats forcément en contre, mais aussi des points d'appui, parce que quand on va discuter avec une multinationale comme Suez, eh bien, qu'il y ait des débats dans des assemblées, ça peut être des points d'appui pour vous, ensuite, pour aller discuter. Voilà, je m'arrêterai là sur Suez. C'est bon? Plus de demandes? Allez, on passe au vote. Oui, pour les 5. Ok, c'est bon. On peut passer à la 5, Président. C'est bon. Donc, unanimité sur ces 5 délibérations. On passe à la délibération numéro 9. Si vous n'êtes pas d'accord sur le principe, on fait délibération par délibération. Est-ce qu'il y en a qui sont opposés à cette formule-là? On vote délibération par délibération si vous le souhaitez, c'est pas de problème. Non, je sais que logiquement, on doit faire délibération par délibération. S'agissant d'une décision, voilà. Une décision modificative, c'est quelque chose de juste jeu de compte. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, on maintient le vote pour les 5 délibérations. D'accord? Très bien. Allez, on continue. Délibération numéro 9. La délibération numéro 9 aussi, c'est pour nous permettre de continuer le travail durant le premier trimestre de l'année 2022, puisque vous savez qu'on sera amené à voter le budget 2022 dans le courant du mois de mars. Et par conséquent, on vous demande pour tout ce qui est investissement, dépenses d'investissement, de nous autoriser à ouvrir des crédits jusqu'à 25% du budget N-1, donc 25% du budget 2021. Et donc vous avez l'ensemble des budgets derrière et les montants qui sont affectés aux dépenses d'investissement. C'est des délibérations récurrentes de fin d'année, ça. Tout à fait. Il y a des interventions? Non, on passe au vote. C'est bon. Hop. Unanimité, merci. On passe à la délibération 10, avance de trésorerie 2022, budget principal. Oui, alors il s'agit du budget, surtout du budget intercommunal de tourisme, puisque comme vous le savez, c'est un budget qui est doté d'autonomie financière
Et par conséquent, pour lui permettre également de continuer à fonctionner, on vous propose une avance de trésorerie à hauteur de 400 000 €, qui fera l'objet d'un remboursement dès que la trésorerie du budget annexe le permettra. Parfait. Est-ce qu'il y a des observations? On passe au vote. Délibération. Hop là, c'est pas fini. Parfait, unanimité. On passe à la délibération numéro 11, c'est l'attribution de compensation définitive pour 2021. Oui, là aussi, Président, c'est une délibération de fin d'année. Donc, vous avez le tableau qui vous a été remis dans la délibération qui confirme les attributions de compensation définitives pour 2021. Et on vous propose de fixer le même montant pour 2022, sous réserve qu'il n'y ait pas entre-temps un transfert de compétences nécessitant la mise en place d'une secte et donc éventuellement des diminutions pour l'un ou pour l'autre. Parfait. Pas d'intervention. On passe au vote. Patrick, voilà, c'est bon. Unanimité. Délibération numéro 14, rapport quinquennal sur les attributions de compensation. Alors, Président, il s'agit là d'une nouvelle forme de délibération qui a été instaurée par la loi de finances de 2017, qui nous oblige, en tant qu'Assemblée délibérante, à délibérer sur l'évolution des attributions de compensation. Tous les 5 ans, nous avons donc l'obligation de présenter un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation qu'on vient d'évoquer, au regard surtout des dépenses liées à l'exercice des compétences exercées par notre établissement public. Ce rapport présente l'évolution des attributions de compensation pour la période 2016-2020 et donne lieu à un débat organisé au sein de l'Assemblée délibérante de notre établissement public avant d'être transmis aux communes membres pour leur propre conseil municipal. Donc vous avez tous eu ce rapport quinquennal qui concerne essentiellement quatre grands transferts de compétences. On les a étudiés, on vous a proposé une petite synthèse par rapport au coût constaté sur les périodes 2017-2020. On a eu ce débat en commission des finances, j'ai vu M. Méli tout à l'heure dans la salle, qui s'inquiétait effectivement que parfois, finalement, le législateur nous invite à faire ensemble pour dépenser moins, et on fait ensemble et on dépense plus. Sauf que si on regarde bien les périmètres, si on regarde bien aussi comment ont été transférées les compétences, on s'aperçoit que les périmètres, bien souvent, ils ont augmenté, et parfois, les transferts n'ont pas été avec la totale neutralité budgétaire que cela aurait exigé. Donc c'est pour ça qu'on a parfois ces différences. Mais je crois que, bon, on ne présentera pas ce soir le pacte financier et fiscal, mais c'est l'une des expressions qu'il doit y avoir dans ce pacte, à mon sens, c'est que notre communauté, maintenant, ne peut plus se permettre de faire des transferts de compétences et ne pas mettre en place la neutralité budgétaire de ces transferts, sous peine de ne plus avoir de marge de manœuvre pour ses propres projets. Donc ça sera, à mon avis, l'une des vigilances à avoir sur ce mandat si on était amené à avoir d'autres transferts de compétences. Mais bon, j'ouvre le débat ce soir si vous aviez des questions
ou également des interprétations à formuler. Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Non, on passe aux voix. Eh bien, unanimité. Délibération numéro 15. Il s'agit de création d'un fonds de soutien aux investissements des communes. Alors, c'est une délibération de fin d'année. Je ne dirais pas que c'est Noël avant Noël, mais c'est vrai que c'est un élément important de notre décision de notre collectivité. Personnellement, ça fait 3 présidents avec lesquels j'ai le plaisir de travailler depuis que je suis élu ici au Grand Avignon. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils se sont retrouvés confrontés à des élus, bien souvent les maires, bien évidemment, qui venaient frapper en disant « j'aimerais que tu m'aides pour ma gendarmerie, j'aimerais que tu m'aides pour mon parc des sports, j'aimerais que tu me donnes un soutien ». Et malheureusement, vous le savez, on est lié à des compétences et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on nous demande de faire. D'un autre côté, on a aussi les autres collectivités locales, que sont les conseils départementaux ou les conseils régionaux, qui disent « si vous voulez que notre subvention région, notre subvention département, elle augmente par rapport à votre projet ville, il faut que vous alliez frapper à la porte de l'intercommunalité pour qu'elle vous mette en place également une subvention ». Donc on a beaucoup réfléchi en bureau, on a échangé avec le président, et il nous a paru important, compte tenu aussi des marges de manœuvre que vous avez vues, dont on disposait dans le cadre du budget supplémentaire, ces fameux 30 millions, de pouvoir mettre à disposition des communes un fonds de soutien qui sont prévus par la loi à travers les fonds de concours. Et donc cette délibération vous propose de mettre en place ces fonds de soutien pour le mandat à hauteur de 10 millions. Ce n'est pas une petite somme, c'est vraiment une capacité pour nos communes d'enclencher des projets complémentaires grâce à cette délibération. Donc 10 millions d'euros sur le mandat, que toutes les communes... Alors vous avez la répartition, donc vous avez, oui, il y a derrière moi des petits slides qui vous permettent de comprendre. Donc 10 millions d'euros, un taux de subvention plafonné à 50%. Il ne s'agira pas de tout mettre l'enveloppe sur un projet. Des projets qui soient liés à notre projet de territoire et essentiellement sur son axe 1, à savoir la transition écologique. Ça me paraît important qu'il y ait un lien entre cette subvention qu'on apporte, ce fonds de soutien, et le projet de territoire et le projet de la commune. On peut passer à l'écran suivant. Alors pour mettre en place cette grille de répartition, on a utilisé, pour que ça soit le plus juste possible, des critères que l'on trouve qui sont utilisés par l'État et qui sont utilisés notamment pour les dotations de solidarité, à savoir le potentiel financier par rapport à la moyenne de l'établissement et l'écart du revenu par habitant par rapport à la moyenne également de l'établissement. On y a mis des pourcentages 53 et 32. Et puis quand on a fait cette étude-là, on s'est aperçu qu'il y avait deux communes d'entre nous, celle de Sauveterre et Joncrête, qui arrivaient à un plafond en dessous de 200 000 euros. Et donc on s'est dit que pour commencer à avoir un projet un peu important, la somme de 200 000 euros, et en termes de solidarité aussi, c'est ça, je crois, une communauté d'agglo, c'est aussi la solidarité, c'était de permettre à ces deux communes d'atteindre le niveau de 200 000 euros. Donc on a recascadé tout ça et on a fait une part forfaitaire qui permet à ces deux communes d'atteindre le niveau de 200 000 euros pour leur projet. Et donc ça donne, je ne sais pas si on l'a projeté, voilà, ça donne la répartition du fonds de soutien suivant. On a mis par ordre alphabétique les communes. Et donc, vous voyez la répartition en milliers d'euros pour les 10 millions et pour les 5 années ou 4 années et demie à venir. Voilà ce que je pouvais dire sur création de ce fonds de soutien. Je tiens à rendre hommage au président parce que
C'était pas évident et j'avoue que le responsable aux finances, quand il m'a parlé de 10 millions, j'ai un peu toussé. Mais finalement, en regardant bien, avec les capacités qu'on a, c'est aussi un retour juste vis-à-vis des communes. Mais c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'avais un discours un petit peu plus ferme sur la neutralité budgétaire en matière de transfert. On ne peut pas à la fois donner aux communes et pas faire des transferts qui soient une neutralité pour l'agglo. Mais est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe aux voix. Pascal, si tu veux tes euros. Parfait, unanimité. On passe à la délibération numéro 16, Fonds de soutien investissement des communes, et en l'occurrence Avignon. Alors, Président, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a un premier projet qui nous a été proposé par la ville d'Avignon. Alors, ce n'est pas moi qui en parlerai le mieux. Je ne sais pas si on veut donner la parole à des élus d'Avignon. En tout cas, il s'agit d'un groupe scolaire qui a été labellisé bâtiment durable méditerranéen niveau or, donc qui met sa priorité sur la sobriété énergétique. Et donc vous avez dans ce schéma, dans la délibération, le schéma de financement qui permet d'arriver à un tour de table sur une somme totale d'un peu plus de 11 millions d'euros. Le Grand Avignon mettra 1,6 million, la région 1,9 million, l'État 1,4 million et la ville d'Avignon un peu moins de 6,2 millions. Donc, et on arrive à finaliser un tour de table comme ça sur un projet très intéressant. Un beau projet. Des questions? Oui, Cécile. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues et Monsieur le Vice-président, moi je souhaitais souligner d'une part à la fois la création du fonds de soutien aux communes. Je crois que j'avais aussi porté un peu cette réflexion lors du précédent mandat, mais pour des raisons diverses, ça n'avait pas abouti, alors que beaucoup d'intercommunalités en France ont mis en place ces fonds de soutien. Après, moi, je trouve en plus que le choix qui est fait de le lier vraiment à des projets exemplaires portés par les communes, notamment du point de vue de la transition écologique et climatique, me semble essentiel. Et donc, c'était une première chose que je souhaitais particulièrement témoigner, et notamment parce que, et je pense que tous les maires se retrouveront dans mes propos, nous connaissons tous un contexte financier qui est compliqué pour continuer à porter des projets d'avenir pour à la fois nos habitants et notre territoire. Et du coup, cette solidarité dont témoigne l'intercommunalité vis-à-vis des communes, elle me semble importante, surtout dans le temps dans lequel nous nous situons. Et donc, pour moi, c'était important, en tant que maire d'Avignon, en tant que maire de la ville-centre, de remercier ce choix que vous avez impulsé, Monsieur le Président, et qui a été collégial au sein du bureau des vice-présidents. Et du coup, je voulais aussi continuer dans mes remerciements, notamment par le choix que vous faites d'accepter d'accompagner la ville sur l'un de nos projets que je considère et que nous considérons avec les élus qui m'accompagnent comme ce qui sera un marqueur fort de ce deuxième mandat pour moi et aussi exemplaire pour le territoire d'Avignon. Et vous nous accompagnez surtout voilà, pour la réussite et l'avenir de nos enfants. Et je sais que c'est aussi des choses évidemment qu'on partage. Il n'y a pas plus beau projet quand on est maire que de construire une école. La ville d'Avignon n'en avait pas construit depuis 1995, donc pour nous c'est une petite révolution. Et je crois qu'on s'est donné les moyens voilà, d'en faire vraiment un projet exemplaire. Et moi je me réjouis que la ville puisse être accompagnée dans ce projet par le Grand Avignon, par la région, par l'État, et évidemment qu'elle-même y apporte sa contribution. Cette école, elle va
voir le jour dans un écoquartier. Donc c'est aussi comment aujourd'hui on construit la ville, évidemment différemment de ce qu'on pouvait faire dans les années 80 et dans les années 2000, en étant beaucoup plus respectueux, évidemment, de l'intégration paysagère de cette ville qui se construit, et notamment parce que là, on était aussi depuis toujours dans ce qu'on appelle la ceinture verte d'Avignon, pas loin des bords de la Durance. Et après, on a fait des choix architecturaux et de construction qui sont remarquables et qui nous permettent effectivement d'avoir obtenu ce label OR bâtiment méditerranéen durable. Et donc, pour nous, c'est une grande fierté. J'aurai l'occasion, Monsieur le Président, de vous inviter au tout début de l'année 2022 pour poser avec moi la première pierre. Et ensuite, j'espère que nous pourrons tous ensemble assister à la première récréation, je l'espère, à la rentrée 2024. Et j'espère qu'on verra des sourires et des yeux qui pétillent pour les enfants qui s'y trouveront. Je voulais juste souligner aussi que c'est une école qu'on a voulu exemplaire dans sa dimension fraternelle et inclusive, parce qu'elle intégrera aussi au niveau élémentaire une classe d'accueil d'enfants qui sont touchés par des troubles autistiques. Là aussi, nous n'avions pas de proposition dans nos écoles publiques à Avignon d'une classe de niveau élémentaire pour accueillir ces enfants. Et là, en plus, de leur permettre d'être dans le cadre d'une école avec d'autres enfants, on sait que c'est le moyen pour eux aussi de progresser beaucoup plus vite dans les apprentissages et les savoirs. Et je me réjouis vraiment aussi de cette dimension-là. Je sais combien nous sommes toutes et tous mobilisés, là aussi, dans nos territoires pour faciliter la vie des habitants porteurs de handicap, quel que soit leur âge. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est une autre dimension d'exemplarité de ce beau projet. Voilà, en tout cas, merci et aussi pour la célérité, je dirais, avec laquelle vous votez la délibération, puisque comme l'a souligné Xavier Belleville, dans le même conseil communautaire, il y a le principe de création de ce fonds, et je crois qu'il y a 2 communes qui en bénéficient dès ce soir, et donc mes remerciements appuyés au nom de l'ensemble de l'équipe municipale d'Avignon. Pourquoi perdre du temps quand on peut le gagner? C'est parfait. Merci. Plus d'intervention, donc on passe aux voix. Non, hop là, il manque une. C'est bon. Unanimité. Je vous remercie. 17, toujours par fonds de soutien, investissement. Et tiens, une commune qu'on connaît ce soir, Sauveterre. Oui, effectivement, la commune qui aujourd'hui nous accueille, et encore merci à Jacques pour son accueil. Il s'agit là aussi d'une opération environnementale importante, puisque l'annexe de la salle des sports a été un choix présenté par la ville de Sauveterre pour ce fonds de soutien, et elle a l'ambition d'être labellisée bâtiment énergie positive, donc là aussi un gros effort en matière environnementale, et grâce notamment à la performance énergétique de matériaux mis en œuvre, les économies d'énergie avec le respect des normes et surtout la pose d'un toit photovoltaïque. Donc ce projet s'inscrit également totalement dans les critères que nous avons définis dans notre règlement de fonds de soutien. Et comme vous le voyez à travers la délibération, le plan de financement est le suivant, puisque c'est une opération qui se montera un peu plus d'1,1 million, 1,150 million exactement, avec le financement du Grand Avignon à hauteur de 200 000, 375 000 pour l'État et le reste, 575 000 par la ville de Sauveterre. Voilà. Très bien. Vas-y. Oui, Monsieur le Président, je compléterai ce qu'a dit Cécile concernant la mairie d'Avignon. Je voudrais, au nom de la commune de Sauveterre, remercier tous les collègues, vous, Monsieur le Président, tous les vice-présidents et tous les membres pour l'aide aux communes. Il est très important. Et je voudrais rajouter que nous, communes, Sauveterre, on était au départ un peu réticents de rentrer en intercommunalité parce qu'on avait peur de se faire manger. Mais après avoir participé à plusieurs vice-présidents à la précédente législature et celle d'aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est un remerciement que j'adresse en plus des subventions de fonds d'investissement que vous nous versez, mais c'est aussi que nous sommes à égalité toutes les communes et nous sommes entendus et représentés dans toutes les instances.
Rien n'aurait été pire que des communes ne soient pas représentées au sein du bureau, etc. Et donc l'égalité des chances, l'égalité des communes, c'est quelque chose de très important. Notre bâtiment, vous l'avez dit, il va dans la transition écologique, il est financé par France Relance aussi. Il va permettre de compléter l'enceinte sportive et scolaire et culturelle que nous avons, tout sur le même lieu. Il bénéficie aussi des structures des voiries déjà existantes, donc c'est un gros projet et tout ça. Donc je tenais à remercier l'AGLO et aussi pour les travaux qui sont engagés, parce que nos petites communes, les travaux qu'on fait notamment au chemin de la gare, où le Grand Avignon finance pour Sauveterre 1 million d'euros dans le cadre de l'assainissement, l'eau, le pluvial, eh bien, ce sont des travaux que les communes n'aurions pas pu faire par réaliser, ou si nous avons réalisé ces travaux, nous n'aurions pas pu faire autre chose. Donc, merci au Grand Avignon de considérer les communes, nos petites communes, et nous sommes après nous renvoyer à l'ascenseur pour travailler avec vous sur un projet de territoire. Moi, je m'occupe de l'environnement et ça me fait plaisir de travailler avec d'autres communes pour faire des choses sur d'autres communes que celles de Sauveterre. Ça s'appelle de la solidarité, ça s'appelle aller de l'avant. Et les projets qui vont dans le cadre de notre projet de territoire, d'aller vers l'écologie, tout ça, je ne peux qu'être satisfait. Donc merci mes chers collègues, merci Monsieur le Président, merci nos vice-présidents, pour aider les petites communes, pour aider Sauveterre et être bien dans notre réalisation de transition énergétique. Merci beaucoup. Merci Jacques. On passe au vote. Parfait, unanimité. On passe aux délibérations 18, 19, 20, 21. Je cède la parole à Daniel Bellegarde. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit donc du soutien que le Grand Avignon, dans le cadre de la politique du PDU, amène aux communes pour la réalisation d'itinéraires cyclables. Donc on verra, il y a 4 délibérations à ce sujet d'ailleurs. Ici, la première délibération, la 18, concerne la ville d'Avignon. Donc, qui souhaite réaliser un itinéraire cyclable sécurisé dans les parties sud de l'avenue des Sources et de la Rousère. Donc, ce projet correspond aux critères qui sont identifiés dans le cadre du PDU. Je rappelle que dans le cadre de cette politique, le montant éligible de l'aménagement, enfin, le montant éligible, c'est le minimum du montant réel ou d'un montant qui est plafonné à 150 000 € par kilomètre. Et le Grand Avignon, ensuite, finance à 35% ce montant éligible. Alors là, pour donc, les travaux que j'ai indiqués, il s'agit donc d'un montant de travaux global de 240 000 € hors taxe. Et donc, le montant éligible est de 240 000 € et donc les 35% représentent 84 000 € qui sont proposés, attribués à la ville d'Avignon pour réaliser cet itinéraire cyclable. Voilà, Monsieur le Président. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? On passe aux voix. Unanimité. Délibération suivante. Donc la suivante, c'est la même chose, le même topo. Donc il s'agit là, cette fois-ci, de la ville de Saint-Saturnin-les-Avignon, qui souhaite aménager une piste cyclable sur l'avenue de la Gare entre le boulevard de la Libération et l'école élémentaire Jean Moulin. Une opération de 350 mètres de longueur. Donc le montant des travaux s'élève à 75 000 € hors taxe. Le montant qui est éligible et qui a été calculé éligible est à 52 500 € hors taxe. Et donc le fonds de soutien apporté par le Grand Avignon à la ville de Saint-Saturnin sera de 18 375 € hors taxe. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tous ces projets ont été présentés en commission de mobilité récemment. OK. Pas de questions. On passe aux voix. Parfait. Délibération suivante. Donc cette fois-ci, il s'agit de la ville de Vedène, donc qui va réaliser un cheminement doux
sur une voirie qui s'appelle le chemin des Confines entre chemin de Tailleul et l'avenue Pasteur. C'est une opération de 800 mètres de longueur. Donc le montant des travaux globaux, c'est 200 000 € hors taxe. L'assiette éligible a été calculée à 120 000 € hors taxe. Et le montant qui est donc proposé d'attribuer est de 42 000 € hors taxe à la ville de Vedène. Parfait. Pas d'observation. On passe aux voix. C'est bon, unanimité. On passe à délibération 21. Donc, dans le même type d'opération, donc ici, il s'agit de la ville de Velleron qui souhaite réaliser une voie verte cyclable, chemin des Cadins, donc d'une longueur de 1000 mètres. Ce projet donc répond aux priorités qui sont identifiées dans le PDU et le montant total des travaux s'élève à 267 950 € hors taxe. L'assiette éligible est de 150 000 € hors taxe et le montant qui a été examiné en réunion de mobilité qui est proposé d'accorder est de 52 500 € hors taxe. Voilà pour ce dernier projet de financement d'itinéraires cyclables. Pas d'observation, pas de questions, on passe aux voix. Unanimité. Délibération 22. Il s'agit donc du compte-rendu d'activité de tarification de la société EFIA qui a en gestion le parking, le P7 de la gare TGV d'Avignon. Donc, suite au sinistre du 5 janvier 2019 avec l'effondrement d'une portion d'un bruyère photovoltaïque, ce parc a été fermé au public toutefois afin d'assurer la continuité du service à destination des abonnés de la communauté. Et EFIA Stationnement ont remis en service un parking provisoire au nord de la gare, dit le parking des Crillonnes. Un avenant à la DSP du 3 octobre 2019 a défini les modalités d'exploitation transitoire de ce parc provisoire d'une capacité de 220 places, donc au lieu de 350 qui étaient occupées. Cette activité s'est limitée donc à l'accueil de 220 sur les 350 et FIA Stationnement ayant assuré le report des abonnés sur les parkings de la gare d'Avignon TGV afin de maintenir le service. En janvier 2021, la remise en état du parking P7 a permis aux délégataires de reporter le stationnement des abonnés afin de permettre la fermeture du parking provisoire. Par ailleurs, il est également proposé en application de l'article 19 du contrat de délégation du 21 décembre 2015 d'approuver les tarifs de 2022 joints à la présente qui seront applicables à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est une mise en place des tarifs contractuels, enfin liés au contrat par l'article 19. Donc l'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet et doit prendre acte du rapport du délégataire et d'approuver donc les tarifs applicables au 1er janvier 2022 du stationnement du parking P7. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? On passe aux voix. C'est qui pour le Roger Gontard?
vote pour. Oui. Dès qu'ils votent pour, ça ne fonctionne pas. Allez, à unanimité, on passe à la délibération numéro 23, Jacques Demens. Chers collègues, il s'agit du programme local de prévention des déchets ménagers assimilés et la constitution d'une commission. La prévention des déchets visant à réduire les déchets en amont de leur production et de leur prise en charge par le Grand Avignon va être au cœur des actions de la collectivité dans les années à venir, pour naturellement préserver les ressources naturelles et contenir les évolutions des coûts. La mise en œuvre de cette politique de prévention rend nécessaire l'élaboration d'un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, dit PLPDMA, conformément à l'article L 541-15-1 du Code environnement. À titre de première piste, il s'agit de la prévention et de la gestion des déchets. Dans le cas de la prévention des déchets, vous avez l'extraction, la fabrication, le transport, la distribution. Donc là, il s'agit bien entendu de la réduction à la source. Ensuite, l'achat, l'utilisation, la réparation, aller vers la consommation responsable et réemploi, réutilisation, détournement des filières. Et la gestion des déchets, bien entendu, le tri, la collecte, le recyclage, le traitement, valorisation. Le programme vise à la réduction des déchets ménagers assimilés en amont des étapes de collecte, que je viens de vous dire, et de traitement. Il permet un état des lieux de la production de déchets et de la prévention sur le territoire et précise les objectifs, les acteurs concernés, les mesures mises en place et les indicateurs associés. Concernant les objectifs, à titre de piste, pour 2025, il nous faut une diminution de 10% des déchets ménagers assimilés, c'est-à-dire 53 kg par habitant de moins sur les 536 kg par habitant. Valorisation de 55% des déchets produits. Baisse de 25% des taux d'incinération, soit 90 kg par an par habitant, c'est 379 kg aujourd'hui. Augmenter de 10% le réemploi et la réutilisation. La commission consultative d'élaboration de suivi, intitulée CCES, est l'organe qui permet la concertation et l'implication de tous les acteurs locaux agissant dans les domaines de la prévention et de la gestion des déchets. Dans le cadre de cette démarche, le Grand Avignon se veut être le coordinateur des différentes actions menées sur le territoire vauclusien. La commission permettra le suivi de toutes ces actions. Cette structure de consultation et d'échange a plusieurs rôles, aussi bien dans les phases d'élaboration que de suivi du projet. Ainsi, la commission sera chargée de valider l'état des lieux, définir les objectifs et les axes de réduction des déchets ménagers assimilés, déterminer les mesures et actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, désigner les acteurs porteurs de ces mesures, identifier les moyens humains et techniques et financiers nécessaires, créer un calendrier prévisionnel de mise en œuvre, assigner et suivre les indicateurs du suivi. Ainsi, conformément à l'article R 541-41-22 du Code environnement, la collectivité territoriale doit désigner la composition de la commission pour consulter et impliquer les acteurs locaux de la prévention et de la gestion des déchets, sans toutefois que cette composition ne soit imposée par la réglementation. La commission se réunira à 3 reprises lors de la création du programme afin de créer et de valider ce dernier, puis l'organe de consultation se rassemblera au moins une fois par an pour faire le bilan annuel du programme. La composition se restreindra à environ 29 personnes pour garantir l'efficience de la commission, tout en proposant une bonne représentativité des acteurs du territoire. La commission est divisée en 4 collèges. Un collège d'élus composé d'un président, M. Jacques Demens, de 4 élus de la partie vauclusienne du Grand Avignon, dont au moins un élu d'Avignon, d'un élu de la partie gardoise représentant le SMICTOM, syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères, de collecte. Un collège de partenaires institutionnels comprenant un ou une représentant de la région sud, du département du Vaucluse, de l'ADEME et du SIDOMRA. Un collège technique de Grand Avignon constitué de 3 agents des services environnement déchets, d'un ou une représentant du PAT, projet alimentaire territorial, d'un ou une représentant de la commission de transition écologique, du contrat de ville, de la communication et du développement économique. Un collège d'acteurs socio-économiques du territoire avec la présence d'associations très importantes, SEMAI, Association de développement durable favorisant la consommation locale, bio et solidaire par l'insertion sociale. FNE 84, France Nature Environnement, Fédération départementale des associations de protection de l'environnement. Et l'SPDIDO, Centre social, culturel et d'insertion. Autres collèges de bailleurs sociaux, Erilia, Grand État Habitat, Valais Habitat. De représentants du Festival Avignon In et Off, de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Vaucluse, de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il est proposé donc cette commission, ce qui a fait l'objet d'une réunion de la commission de développement durable qui a émis un avis à l'unanimité. Voilà, chers collègues. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, on passe aux voix.
61 pour, 11 abstentions et 1 contre. Délibération adoptée. Délibération numéro 24. C'était Claude Morel qui était prévu, mais vu son absence, ce sera Guy David qui présente la délibération concernant l'opéra. Mais le concert caritatif. Il s'agit d'un concert caritatif à l'initiative de l'association Les Voix Solidaires. Le projet repose sur l'organisation d'un concert lyrique au profit d'associations de lutte contre l'isolement social le 14 juin 2022 à l'Opéra Grand Avignon. Les tarifs suivants sont proposés. Tarif solidaire 25 €, tarif normal 20 €, tarif réduit 15 € pour les moins de 25 ans, étudiants, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap. Et enfin, gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. L'intégralité des recettes du concert sera reversée à part égale via Voix Solidaire à 3 associations d'Avignon et de Villeneuve-les-Avignon de lutte contre l'isolement social, l'association TD 84 et les associations Piaf et Mas de Carles. À noter que ce projet a été approuvé à l'unanimité par la Commission de culture réunie le 24 novembre. Voilà, Président. Merci Guy. Pas d'observation. On passe au voix. Merci. Unanimité. Délibération numéro 25. C'est Philippe Inderbidine qui nous la présente. Merci, Monsieur le Président. Comme d'habitude, c'est moi qui vais clôturer ce conseil communautaire. Je vais vous parler des conditions tarifaires partenariat 2022. Afin de bénéficier de l'ensemble des services offerts par les offices du tourisme du Grand Avignon et d'Avignon, les professionnels du tourisme sont sollicités chaque année pour devenir partenaires sur la base d'une grille tarifaire définie annuellement. Au regard du contexte économique difficile traversé en 2020, une étude sur la redéfinition du marketing et services à destination des professionnels du tourisme a été menée dans le cadre du plan de soutien à l'économie locale et des conditions tarifaires préférentielles de partenariat ont été mises en place en 2021. Il est proposé pour 2022 de conserver les tarifs partenaires 2020 et d'enrichir un tarif pour les restaurateurs proposant jusqu'à 50 couverts. Bien, pas d'observation. Merci. Donc on passe aux voix. Bien, merci. Unanimité, c'était la dernière délibération. Juste une petite minute d'abstention, s'il vous plaît. Simplement, ce soir, dans cette salle, il y a quelqu'un pour qui c'est la dernière séance. Rassurez-vous, c'est pas Eddy Mitchell. Simplement, je voulais dire Mélanie Martinez qui va nous quitter ce soir, donc elle finit, celle qui est aux manettes aujourd'hui, hein, et qui, avec qualité, nous a toujours servi au Grand Avignon. Donc, je voudrais que par vos applaudissements, on la remercie pour la qualité de ses services et bon vent pour sa nouvelle vertu. Bien, mais écoutez, la situation sanitaire, on ne sait pas ce que ça va donner, mais toujours est-il, je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille, entre amis, et Alain Kévin.